Une vidéo sur la dynamique de la lithosphère concernant les zones de divergence pour les premières spécialités en SVT. Nous allons d'abord voir le fonctionnement d'une dorsale, en tout cas les points communs. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo que les campagnes océanographiques ont permis de repérer le relief sous-marin, où on peut repérer très facilement les dorsales par le fait qu'on a ces grandes craquelures avec ce sillon central. On peut également repérer les fosses océaniques, les creux très profonds dans les océans, mais également ce qu'on appelle une plaine abyssale. C'est une plaine située entre les dorsales et le continent. Une vue ici en coupe du relief sous-marin. Vous avez ici une dorsale qui est caractérisée par son sillon central qu'on appelle un rift, dans lequel sort de très grosses quantités de magma, de lave qui refroidit, formant du basalte. Ici, la plaine dite abyssale, entre la dorsale et le continent, et ici ce qu'on appelle les fosses, qui sont des creux, donc très profonds, et qui seront le signe d'un phénomène de subduction, et ça c'est l'objet de la vidéo suivante. Pour rappel, car nous l'avons déjà vu dans la précédente vidéo, au niveau des dorsales, nous avons le phénomène d'expansion du plancher océanique. Pour rappel, S a émis l'hypothèse que l'on avait des mouvements de convection ascendant du manteau, donc des mouvements de manteau chaud qui remontent sous l'axe des dorsales. Et c'est Holmes qui, lui, a émis l'hypothèse de l'expansion océanique, c'est-à-dire que cette remontée de matière chaude s'accumule au niveau de la dorsale, refroidit, durcit. On a le phénomène dit d'accrétion, et petit à petit, formation de lithosphère océanique qui va se répandre par expansion de part et d'autre. On a ici donc des roches qui vont être jeunes, nouvellement formées, et petit à petit, à force d'expansion, les roches ici sont beaucoup plus anciennes, poussées par les roches plus jeunes. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'on a plein d'arguments qui confirment cette expansion océanique, les données GPS qui montrent un phénomène de divergence, le paléomagnétisme et la mesure de l'âge des sédiments. Nous allons voir maintenant deux fonctionnements différents au niveau des dorsales. Un premier exemple, la dorsale Est-Pacifique qui est dit dorsale rapide. La dorsale Est-Pacifique, vous la repérez ici. Vous avez l'océan Pacifique, on repère ici l'Amérique du Sud. Donc la dorsale Est-Pacifique, on la repère avec ses failles, ses grandes craquelures, et ici un code couleur qui représente l'âge des fonds océaniques. Au niveau de la dorsale, les roches sont donc jeunes, et plus on s'éloigne de cette dorsale de façon symétrique, et plus les roches vont être de plus en plus vieilles. Si on regarde le relief de cette dorsale Est-Pacifique, on constate un bombement, une sorte de colline. Pour rappel, dessous, on a des remontées mantéliques, des remontées de magma chaud, et en surface, le phénomène d'expansion océanique de part et d'autre de la dorsale. Les données de la sismique réflexion. Ce sont, on l'a vu, les données sismiques donnent toutes sortes d'informations. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, on peut constater des zones sombres et des zones plus claires. Les zones sombres représentent des endroits où on a des ondes sismiques, donc un foyer sismique qui émet des ondes, et les zones claires, des zones où il n'y a pas de foyer sismique, donc pas d'ondes sismiques, qui se propagent en tout cas rapidement. Donc quand on voit des zones plus sombres, ce sont des roches cassantes, et quand on a des zones plus claires, des zones où on a des roches plus souples, plus fluides. On peut donc repérer par les données de la sismique réflexion au niveau de la dorsale Est-Pacifique un certain nombre d'éléments.
Le premier élément ici, on voit une ligne noire qui correspond au moho. Et on constate que cette ligne, elle est interrompue. On a une zone claire ici qui traverse cette bande sombre. Ici, donc, une zone claire qui correspond à une zone de transition où on a une fusion mantélique. Donc le manteau est en fusion. La chambre magmatique, je rappelle que la dorsale est un gigantesque volcan, elle se situe plutôt en surface, très près de la surface. Et en tout cas, par-dessus le moho. Si on regarde des données de forage, on va pouvoir connaître la nature des roches au niveau de cette dorsale. Si vous regardez ici la légende, vous avez donc en surface des basaltes en coussin. Les basaltes en coussin, c'est de la lave qui sort de la dorsale, qui au contact de l'eau froide et à une très grosse pression, refroidit très très vite et forme des sortes de boules qu'on appelle des coussins. Donc vous avez des coussins de roches. On appelle ça pilolava en anglais. Sous cette couche de roches de basalte en coussin, on a ce qu'on appelle des filons de basalte, un complexe filonien. Donc des endroits où on a de la roche basaltique par zone, par bande. Pardon pour le diaporama, ceci est donc un gabbro, c'est la roche que l'on trouve juste en dessous. Sous ce complexe de basalte, on a du gabbro, qui je rappelle est une roche à structure grenue avec des gros cristaux visibles à l'œil nu. Et en dessous de ce gabbro, une péridotite. Donc ici, c'est le basalte en surface, ici le gabbro, et la péridotite en dessous. Désolé, j'ai pas mis les photos dans le bon ordre. La cinétique thermique des zones de divergence. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Vous avez ici d'indiquer en couleur, quand c'est très rouge, beaucoup d'énergie, de chaleur libérée, et quand c'est bleu, beaucoup moins d'énergie libérée. Vous êtes en watts par mètre carré. On voit ici au niveau du Pacifique une très forte densité de chaleur, beaucoup d'énergie libérée, alors qu'ici dans l'Atlantique, celle qu'on verra après, c'est quand même beaucoup moins important. C'est tout de la même couleur, hein, la même quantité d'énergie, mais sur des zones qui sont beaucoup plus restreintes. Si on prend les données de tomographie sismique, pareil, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. La tomographie sismique, c'est le fait qu'une onde va accélérer ou ralentir, donc on parlera d'anomalies positives ou d'anomalies négatives, c'est-à-dire que dans les zones rouges, les ondes ralentissent, et dans les zones bleues, les ondes accélèrent. C'est donc, quand c'est bleu, le signe que la roche est plus froide, beaucoup plus cassante, donc les ondes peuvent aller beaucoup plus vite, alors que dans les zones en rouge, les ondes ont plutôt tendance à ralentir, donc la roche elle est plus ductible, plus fluide, plus molle, et donc aussi plus chaude. Ici est représenté sur votre gauche les différents isothermes. Un isotherme, ce sont des points avec égale température. On se rend compte que sous l'axe de la dorsale, l'isotherme, l'endroit où on est à 1300 degrés, est très proche de la surface. Quand on est à 4000 km de la dorsale, cet isotherme 1300 degrés est beaucoup plus profond. Cet terme isotherme 1300 degrés, on l'a vu, il est important. C'est à cette température que va fondre la péridotite. La péridotite rentre en fusion. Vous avez ici le diagramme de fusion de la péridotite, donc ici la température en degrés Celsius, et ici vous avez la pression en gigapascal. Plus on va descendre en profondeur, plus évidemment la pression augmente. Quand on est ici au niveau de l'axe dorsale, on a des pressions gigapascal qui sont relativement faibles, mais on a des températures qui oscillent entre le 1000 degrés et le 1500 degrés. Donc on se retrouve donc dans une zone où la péridotite peut être en fusion. Donc ici, la péridotite du manteau fond. Donc est représenté ici un petit schéma interprétatif. Les péridotites du manteau vont donc rentrer en fusion.
Nous sommes à 1300 degrés Celsius avec une pression pas très importante, enfin relativement peu importante. Cette péridotite qui rentre en fusion va donc former un magma qui va s'accumuler dans une chambre magmatique située au-dessus du Moho. Ce magma, donc roche en fusion dans la chambre magmatique, va pouvoir ensuite remonter, s'évacuer en surface, et je le rappelle, nous sommes au niveau d'une dorsale, donc sous le niveau de la mer. Donc le magma, quand il sort par la dorsale au contact de l'eau, va former une roche que l'on appelle un basalte. C'est ce que vous avez d'indiqué ici. Une roche, nous le verrons par la suite, qui a donc un refroidissement très rapide et donc une structure microlithique. On a des cristaux qui ont peu de temps de se former, donc ils restent relativement petits, avec un fond de verre volcanique. Alors qu'ici, le magma situé dans la chambre magmatique va avoir un refroidissement beaucoup plus lent parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Donc ici sur le schéma, on va le voir ici. Donc un refroidissement beaucoup plus lent qui va lui former le gabbro. Donc on va obtenir une roche à structure grenue avec des cristaux beaucoup plus grands. Donc une remontée de magma s'accumule dans la chambre, le refroidissement lent qui va former le gabbro de part et d'autre de la chambre, des remontées de magma qui remontent par des fissures et qui va former donc des basaltes en surface en coussin au contact de l'eau, et des filons de basalte, ça correspond à du magma qui a refroidi rapidement dans les fissures lors de la remontée. Donc on voit ici la structure microlithique du basalte, le refroidissement est rapide, on obtient un basalte. Et en profondeur, un refroidissement beaucoup plus lent, des cristaux beaucoup plus gros, une structure grenue, on obtient donc un gabbro. Voyons le cas maintenant des dorsales lentes, la dorsale médio-atlantique. La dorsale médio-atlantique, elle se situe ici. Toujours pareil, à l'échelle, on voit qu'au niveau de la dorsale, les roches sont jeunes, et plus on s'éloigne de la dorsale, plus les roches sont âgées. Quand on regarde le relief et le profil au niveau de la dorsale médio-atlantique, on constate un creux relativement vaste que l'on appelle le rift ou vallée axiale. On n'a pas le bombement que l'on avait au niveau du Pacifique. De la même façon, une remontée de magma et une expansion océanique. Avec les données de la sismique réflexion, on arrive à obtenir ce profil d'interprétation, un certain nombre de failles, de cassures, une grande vallée que l'on appelle donc le rift. La chambre magmatique se situe beaucoup plus en profondeur, à environ 5500 5 km de profondeur. Et le Moho, lui, par contre, se situe au-dessus de la chambre magmatique, sans discontinuité. Par rapport à la tomographie sismique, on constate au niveau de la dorsale médio-atlantique un profil où on a un ralentissement des ondes sismiques, donc une remontée de chaleur et des roches plus ductibles, et de part et d'autre, quelque chose qui est plus cassant. Si on fait un forage, on se rend compte que l'on n'a pas exactement le même profil et les mêmes types de roches que dans une dorsale rapide, comme dans le Pacifique. On trouve en surface des petites lentilles, des petites inclusions de gabbro, à l'intérieur de péridotites serpentinées, et dans le sous-sol de la péridotite. Donc en surface, des petites zones avec des gabbros, inclus dans des péridotites serpentinées, au-dessus de péridotites.
quand on regarde le profil d'interprétation d'une dorsale lente comme celle de l'Atlantique, on a donc une fusion partielle du magma qui est plus profond, en tout cas en dessous du Moho, et ce magma va remonter par poche vers la surface. En remontant vers la surface, il y a un refroidissement plus lent. Ce magma a du mal à remonter jusqu'en surface pour former des basaltes. Alors on a quelques filons de basalte, mais on n'aura pas cette grosse couche de basalte que l'on pouvait avoir dans le Pacifique. Par contre, avec le refroidissement beaucoup plus lent, on va avoir des péridotites serpentinées et des inclusions de gabbros de part et d'autre, ici, des remontées de magma. Quand on est en surface, en tout cas dans les 500 premiers kilomètres de profondeur, et en fonction de la température, mais également en fonction de l'hydratation, c'est-à-dire l'insertion d'eau à l'intérieur des roches, on se rend compte que les minéraux à l'intérieur des roches vont changer et évoluer. Au début, quand on a des fortes températures avec une faible hydratation, on a plutôt des pyroxènes et des plagioclases. La température devenant plus froide, avec une hydratation plus importante, ces minéraux vont progressivement se transformer et devenir des amphiboles. Avec une hydratation encore un peu plus importante, on obtient des chlorites et des actinodes. Ici, on va avoir ce que l'on appelle des gabbros. Et le gabbro, quand il est hydraté, il est transformé au niveau de ces minéraux et on l'appelle un métagabbro. Quand on observe des chlorites et des actinodes, on a un schiste vert. Bon, inutile de tout lire, vous avez ici un gabbro anhydre, c'est-à-dire non hydraté, et ici un gabbro qui lui est hydraté, donc un métagabbro. On voit qu'au niveau de l'aspect macroscopique, on a sensiblement le même type de cristaux, mais avec une teinte un petit peu plus brune, un peu plus verte. Quand on passe ces roches en lame mince et en lumière polarisée analysée, on voit pour le gabbro non hydraté des pyroxènes et des feldspaths plagioclases, les fameux codes barres. Et par contre, pour un métagabbro qui lui est hydraté, on a toujours les feldspaths, mais par contre, à la place des pyroxènes, on voit apparaître des hornblindes, donc des teintes beaucoup plus colorées. Si on regarde à l'échelle moléculaire ce qui se passe, ici vous avez un pyroxène avec un certain nombre d'éléments chimiques. Quand il est hydraté, il devient une amphibole hornblinde où on a l'incorporation dans la structure de groupements hydroxyles et l'inclusion d'un certain nombre d'autres éléments comme de l'aluminium ou du fer ionique. Donc, les gabbros deviennent des métagabbros quand ils sont hydratés. Ils sont hydratés par l'incorporation de groupements hydroxyles, ce qui va changer les cristaux à l'intérieur, que l'on peut voir donc en lumière polarisée analysée. Vous avez ici la dorsale, qui va fabriquer donc des basaltes et des gabbros. Au fur et à mesure de sa progression, de son refroidissement, l'eau va pénétrer dans les roches, les hydrater. Les gabbros et les basaltes deviennent métabasaltes et métagabbros, par hydratation et donc transformation des minéraux. Sur cette auto-représentation, vous voyez l'âge des roches qui devient de plus en plus âgé quand on s'éloigne de la dorsale. On a un phénomène d'hydratation, donc incorporation d'eau dans ces roches, de refroidissement, ce qui va avoir pour effet donc de changer la minéralogie des roches. Elles deviennent plus denses, plus lourdes, et donc la couche ici rocheuse de la lithosphère va s'épaissir et augmenter de densité. Plus elle va s'épaissir et augmenter de densité, plus elle va s'enfoncer. Dans les dorsales lentes de type atlantique, on observe un autre phénomène, ce sont les fumeurs noirs. Vous avez de l'eau qui s'infiltre dans les failles et dans les fissures de la vallée axiale, du rift. Cette eau va arriver en contact avec la chaleur venant du magma,
et va ressortir chargé de minéraux sous forme de fumeur noire. La température de ces sources hydrothermales est d'environ 350 degrés, c'est de l'eau très très chaude qui en sort, mais qui est fortement minéralisée, et toute une vie va se développer autour de ces fumeurs noires. Et ça va avoir pour effet, cet hydrothermalisme, de changer la minéralogie des roches. Donc pour reprendre ce que l'on a déjà vu, des gabbros, des basaltes, l'eau de mer qui s'infiltre, une circulation hydrothermale qui ressort avec de l'eau chaude et minéralisée. Les gabbros s'hydratent, deviennent des gabbros avec des amphiboles hornblende, puis des schistes verts, et progressivement comme ça s'hydratent, et vont changer de densité rocheuse. On voit ici qu'au niveau de la dorsale, on va avoir au niveau de la lithosphère rocheuse une densité d'environ 2,9, densité qui est donc plus faible que celle de la sténosphère située en dessous, qui est à 3,2. Donc on a un phénomène de lithosphère qui, entre guillemets, flotte et reste en surface de la sténosphère. Avec ce phénomène d'hydratation, de refroidissement, d'épaississement, cette densité de lithosphère va augmenter. On va se retrouver à un endroit d'équilibre, on a une densité de 3,3 et ici de 3,2, et puis progressivement on va passer à 3,4, ici 3,2, et si ici on a une densité plus forte qu'en dessous, et bien la partie lithosphère va finir par tomber et s'enfoncer dans la sténosphère. C'est ce que vous avez ici avec le phénomène de la balance. La lithosphère au-dessus devient plus lourde que la sténosphère en dessous. Pour résumer, la dorsale rapide, une chambre magmatique située au-dessus du Moho, avec une interruption ici par les remontées de chaleur et de magma. Ce magma ressort en surface, forme des basaltes en coussin et une couche de basalte avec des gabbros en dessous. Et pour ce qui est de la dorsale lente, une vallée axiale, large, un rift, des remontées plus lentes de magma situées sous le Moho avec juste des poches de remontée de magma. Donc un refroidissement beaucoup plus lent, formation de gabbros par inclusion, beaucoup moins de basalte, et on constate également des fumeurs noirs et une hydratation par source hydrothermale. Et pour revenir sur ce schéma d'interprétation que nous avions déjà vu dans une précédente vidéo, cette lithosphère va donc refroidir, s'épaissir, augmenter en densité. Vous voyez les différences de densité. Ici 3, 3,2, donc ça ne s'enfonce pas. Ici 3,4, 3,2, ça va s'enfoncer. Et donc on va avoir le phénomène de subduction, enfoncement de cette lithosphère océanique sous une lithosphère continentale, qui va générer des séismes et du volcanisme. Et ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt!